Le Hamas a-t-il intérêt à une nouvelle escalade militaire avec Israël? Tir de roquettes vendredi dernier qui serait l'œuvre d'un autre groupe djihadiste différent du Hamas. Aujourd'hui, l'Égypte a rouvert le point de passage de Rafah pour 2 jours et sous conditions. La Tunisie a voté aujourd'hui, 2e tour de l'élection présidentielle. Ce soir, l'entourage du candidat Laïc Essebsi annonce qu'il est victorieux face au sortant, l'islamiste Marzouki. L'émotion et la consternation aux États-Unis après l'assassinat de sang-froid de 2 policiers new-yorkais. Le meurtrier s'est ensuite donné la mort. Il a peut-être agi en lien avec les affaires de violence policière sur des Noirs à New York et Ferguson. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Le Hamas et la bande de Gaza focalisent donc de nouveau l'attention ce soir après le tir de roquette de vendredi qui n'a fait ni victime ni dégâts sur le sud d'Israël, la riposte mesurée de Tsahal et puis aujourd'hui la décision égyptienne de rouvrir temporairement le point de passage de Rafah dans les 2 sens, qui devrait permettre à des malades, notamment venant de Gaza, d'aller se faire soigner en Égypte. Tout cela évidemment dans un contexte toujours de tension, car le Hamas estime que la reconstruction de Gaza n'a pas encore commencé, faute de crédit. L'argent versé, promis, en tout cas, n'a pas encore été versé. On va en parler dès ce soir donc avec nos invités. Bonsoir Yitzhak Levanon. Bonsoir Jean-Charles. Ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Bonsoir Jacques Neria, expert pour les questions de sécurité et militaire. Et puis on ira également à la frontière avec Gaza, entre Israël et Gaza. Retrouverez dans un instant l'un de nos envoyés spéciaux. Vous les voyez, ils sont là avec Shai Ben-Ari et Maxime Pérez pour donc les chaînes d'I24 News pour retrouver donc et faire le point de la situation sur place. حماس تحذر الاحتلال الإسرائيلي من تكرار مثل هذه الحماقات وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. ביטחון ישראל קודם לכל, ואני לא אעבור לסדר היום אפילו על ירי של רקטה אחת. החמאס יישא באחריות לכל הסלמה שתהיה. Alors justement, le Hamas va-t-il chercher une nouvelle escalade ou est-ce un moyen de faire pression justement sur ces pays donateurs de la conférence du Caire qui n'auraient pas versé les plus de 4 à 5 milliards de dollars promis il y a quelques mois? Sous quelles conditions justement doit s'effectuer ce versement et commencer cette reconstruction de Gaza? Élément de réponse tout d'abord avec Maxime Pérez. C'est la première frappe israélienne menée à Gaza depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le Hamas le 27 août dernier. Un raid survenu en réponse au tir d'une roquette Qassam contre la région frontalière du Eshkol vendredi matin. Outre ce petit cratère découvert par les démineurs de la police, le projectile n'a causé ni blessés ni dégâts et l'attaque n'a pas été revendiquée côté palestinien. Mais les autorités israéliennes ont voulu transmettre un message de fermeté au Hamas qu'elles jugent responsable de tout débordement sécuritaire dans le territoire sous son contrôle. La sécurité d'Israël vient avant toute chose. Je ne ferai l'impasse sur aucun tir de roquette. C'est pour cette raison que notre aviation a riposté à cette attaque en détruisant une fabrique de béton utilisée pour la restauration des tunnels du Hamas, découvert pendant l'opération Bordure Protectrice. La nature de la cible visée semble confirmer les récents rapports des renseignements militaires israéliens sur la volonté du Hamas de rebâtir ses infrastructures souterraines, détruites ou lourdement endommagées lors du dernier conflit. Reste que la riposte de Tsahal ne dit pas qui se cache derrière le tir d'une roquette contre un kibboutz frontalier. L'hypothèse d'un groupuscule djihadiste défiant l'autorité du Hamas semble avoir été retenue par les responsables israéliens. Le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a même affirmé ce dimanche que les auteurs de l'attaque avaient été arrêtés par le Hamas. En apparence, l'incident paraît clos,
Mais le mouvement islamiste palestinien n'a pas manqué l'occasion d'adresser une ultime mise en garde à Israël. L'attaque israélienne sur Gaza constitue une sérieuse escalade. Nous avons averti Israël contre la répétition de tels actes irresponsables. Et nous appelons aussi la communauté internationale à agir pour empêcher des actions similaires à cette dernière agression israélienne à Gaza. Pour le moment, il s'agit d'un avertissement sans frais. Mais le Hamas commence à montrer des signes d'impatience alors que la reconstruction de Gaza reste à l'état de promesse, à l'image des 5,4 milliards de dollars promis par la communauté internationale, dont à peine 100 millions ont été jusqu'ici transférés dans les caisses de l'autorité palestinienne. Cette escalade vient à un moment où les gens espèrent reconstruire ce qui a été détruit pendant la dernière guerre. Ils ne veulent pas voir de nouvelles destructions dans la bande de Gaza. Maigre consolation, l'Égypte a rouvert quelques heures le point de passage de Rafah ce dimanche, permettant à quelques 200 Palestiniens malades de se faire soigner de l'autre côté de la frontière. Littéralement asphyxié depuis 4 mois, le Hamas n'ignore pas les appels de sa population. Sa priorité est la reconstruction de Gaza, comme l'a encore réaffirmé la semaine dernière son numéro 2, Moussa Abou Marzouk. Mais le mouvement islamiste sait qu'un prolongement du statu quo actuel et le risque d'un désastre humanitaire à Gaza mettent en danger son pouvoir. À choisir, il pourrait donc privilégier l'escalade, un scénario du pire qui pourrait être l'invité surprise des élections législatives de mars prochain en Israël. Alors justement, comment est-ce qu'on peut analyser cette situation ce soir, Yitzhak Levanon, Jacques Neria? On a toujours le même scénario, c'est-à-dire que le Hamas réclame de l'argent pour reconstruire, mais on sait que cette aide est utilisée, c'est déjà le cas, semble-t-il, pour la reconstruction de tunnels. Mais cette aide est problématique. À qui donner l'argent? Tant que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, on ne peut pas transférer de l'argent à cette organisation. C'est tout simplement, l'argent doit passer par l'autorité palestinienne et l'autorité palestinienne ne veut pas verser cet argent-là au Hamas avant que le Hamas ne se réaligne selon les lignes de l'autorité palestinienne. Nous sommes dans un cycle vicieux ici qui empêche en fait la reconstruction de la bande de Gaza. La décision de la Cour du Luxembourg ne change en rien le fait que les Américains regardent le Hamas, et comme d'ailleurs Israël, comme une organisation terroriste. Et de là, le problème à la base de la reconstruction. Il n'y a pas de moyens de superviser, semble-t-il, sur le terrain, comment cette aide sera organisée. Même l'Égypte ne peut plus aujourd'hui jouer les médiateurs, Yitzhak Levanon? Non, superviser peut-être que oui, avec l'aide des Nations Unies. Mais je crois que le problème, c'est que l'autorité palestinienne, après la guerre, elle était complètement convaincue que voilà, elle va retourner à Gaza et c'est elle qui va diriger, disons, cette partie de Gaza. Mais ceci n'est pas arrivé parce que le Hamas a dit non, je ne vous permets pas de rentrer. Donc je crois qu'il semble que l'autorité palestinienne, c'est elle qui arrête le flot d'argent parce qu'elle est incapable, disons, de le faire passer à Gaza pour la reconstruction et de superviser tout ça parce qu'elle n'est pas là-bas. Donc le problème, c'est dans l'autorité palestinienne vis-à-vis le Hamas. Maintenant, c'est très probable que le Hamas provoque Israël parce que c'est une genre de pression. Mais je crois qu'il n'aura pas ou ne dépassera pas une certaine limite parce qu'il comprend très bien quelle serait la réaction israélienne. Je crois que dans la mentalité de Hamas et de l'autorité palestinienne, cette situation qu'Israël, dans 3 mois, va partir pour des élections, pense que le gouvernement actuel a les mains beaucoup plus libres qu'auparavant. C'est ça le problème. Et c'est ça la peur de Hamas. Il provoque. C'est pour ça qu'il dit que bon, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'Israël a dit, je vous vois responsable. On retourne sur le même refrain. C'est la même chose. Mais je crois qu'il ne va pas dépasser une certaine limite parce que s'il dépasse cette limite, Israël aura les mains libres. Alors je voudrais qu'on aille justement à la frontière entre Israël et Gaza, retrouver notre envoyé spécial Maxime Pérez pour faire donc un point de la situation avec lui ce soir. Bonsoir Maxime Pérez. D'abord, est-ce que ce soir il y a un intérêt côté Hamas à une nouvelle escalade militaire avec Israël? Est-ce que c'est envisageable? Écoutez, aujourd'hui, le Hamas est un mouvement affaibli sur le plan militaire. Il n'est pas parvenu à rétablir sa capacité militaire qui était celle d'avant le déclenchement du conflit avec Israël cet été, qui lui a permis d'ailleurs de tenir 50 jours. Mais on le voit, le Hamas montre les dents. Il montre des signes d'impatience parce que la situation est bloquée dans la bande de Gaza. Elle n'a
toujours pas vu la couleur de ces milliards promis par la communauté internationale et évidemment la construction, les matériaux de construction qui doivent être transférés par les points de passage qui séparent Israël de la bande de Gaza ne lui sont toujours pas parvenus et cela évidemment augmente sa frustration. On l'a vu la semaine dernière procéder à plusieurs démonstrations de force, d'abord en paradant victorieusement dans les rues de Gaza en marge du 27e anniversaire de son anniversaire, puis ensuite en menant un vaste exercice du nord au sud de la bande de Gaza avec des milliers d'hommes et puis surtout il y a ces tirs d'essais de roquettes qu'il effectue presque quotidiennement maintenant, même si l'estimation côté israélien est que le Hamas utilise des roquettes en puisant dans ses propres stocks de missiles. On estime du côté israélien qu'il lui en reste près de 2000 roquettes et obus de mortier confondus. Ce stock est évidemment conséquent dans l'optique d'une confrontation avec Israël, confrontation limitée, mais évidemment le Hamas doit aussi faire face aujourd'hui à ce blocus égyptien et cette zone tampon qui lui empêche littéralement de se réarmer. Il faudra quand même prêter attention aux activités de l'Iran dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui a promis ce week-end de porter toute l'aide nécessaire aux brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Maxime, d'un mot côté israélien, donc du côté où vous vous trouvez ce soir, est-ce qu'il y a des signes justement de renforcement ou pas du dispositif de sécurité ? Oui, il y a un état d'alerte constant côté israélien depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le Hamas qui n'a, je vous le rappelle, toujours pas été converti en accord de trêve durable dans la bande de Gaza. Notons que cette première frappe de riposte menée ce week-end par l'armée israélienne constitue un changement de cap, peut-être même un tournant. Depuis le 27 août dernier, 3 projectiles, roquettes ou obus de mortier ont frappé le territoire israélien, mais c'est la première fois que l'armée israélienne mène une attaque de représailles contre une cible du Hamas, qui signifie qu'à l'avenir, dès lors qu'un tir de roquette prendra la direction du territoire israélien, eh bien l'armée devra s'en tenir à cette politique, même si du côté des responsables israéliens, on s'en tient à cet accord tacite avec les factions palestiniennes qui est en vigueur depuis des années autour de la bande de Gaza. Le calme répondra au calme, mais évidemment, il faudra être attentif à l'attitude du Hamas. Et puis, il faut rappeler qu'en Israël, nous sommes dans un contexte électoral et qu'il est peu probable que Benyamin Netanyahou, qui avait déjà été réticent cet été à l'idée d'engager trop en profondeur les troupes israéliennes, craignant certainement des pertes extrêmement lourdes dans les rangs d'Israël, eh bien, subitement change son fusil d'épaule et décide de s'engager dans une nouvelle expédition militaire dans la bande de Gaza qui pourrait tout simplement lui coûter son fauteuil de Premier ministre. Maintenant, il faudra également voir comment la population israélienne réagit en cas de reprise, même sporadique, des tirs de roquettes palestiniennes contre le territoire israélien. Hier soir, à Tel Aviv, il y a eu une première manifestation d'habitants du sud du pays qui ont appelé les autorités à régler d'urgence cette question du cessez-le-feu avec le Hamas, à tout simplement négocier un accord de trêve durable. C'est un appel qui a été entendu et réitéré ce matin par l'ancien ministre de l'économie Yair Lapid, qui se trouvait ici même dans la région pour une visite de solidarité auprès des habitants du sud d'Israël après les incidents de ce week-end. Et Yair Lapid dit qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour justement régler ce problème qu'il juge politique avec le Hamas, dans la mesure où ni les matériaux de construction ni l'aide internationale n'est toujours parvenue au mouvement islamiste palestinien. Mais évidemment, nous le répétons, le mouvement du Hamas montre des signes d'impatience et la situation et le message qu'il renvoie ce soir à Israël, c'est soit le processus de reconstruction de la bande de Gaza s'accélère, soit ce sera l'explosion. Merci Maxime Pérez, donc en direct de la frontière entre Israël et Gaza. Alors Jacques Neria, si on regarde ce qui se passe... D'abord un petit correctif. Ouais. Le Premier ministre israélien n'a pas de fauteuil, il préfère des chaises dures. C'est vrai, donc ça c'est un petit correctif. Ouais. Deuxièmement, rappelons-nous
il s'agit du Hamas. On ne peut pas comparer le Hamas à Tsahal. C'est incomparable. C'est une organisation terroriste de plus de 10 000 hommes qui est en train de lécher ses blessures, qui est en train de reconstruire et de restaurer ce qui a été détruit pendant la guerre avec Israël. Donc effectivement, il y a des efforts pour reconstruire les tunnels offensifs, effectivement il y a des efforts pour s'armer de nouveau, pour expérimenter de nouveaux missiles, mais il y a un grand problème. La majorité des tunnels qui avec l'Égypte ont été coupés, ils ont été par l'armée égyptienne. Il y a plus rien qui rentre aujourd'hui dans... C'est presque, je dirais, c'est presque hermétique. C'est presque hermétique. Il y a toujours des matériaux sur place qu'on peut utiliser. Quand l'Iran annonce qu'il envoie de l'aide aujourd'hui, c'est difficile. Ouais. Alors c'est difficile à arriver. Ce qui était possible du temps de Morsi aujourd'hui n'est pas possible du temps de Sisi. Donc il y a un grand problème face au Hamas, et le Hamas comprend cela. Il n'a aucun intérêt aujourd'hui à susciter, je dirais, une guerre face à Israël, et surtout, je dirais, dans les 6 prochains mois jusqu'en juin 2015, il n'y a personne à qui parler en Israël. Justement, quand aujourd'hui l'Égypte annonce qu'elle s'est réconciliée, le Qatar le confirme, qu'elle s'est réconciliée donc avec l'Égypte et le Qatar inversement, ça veut dire que il n'y a pas de changement dans la politique à attendre de la politique égyptienne vis-à-vis du Hamas. Il y aura toujours la même fermeté, ou est-ce que, comme on sait que le Qatar évidemment a des liens avec le Hamas, ça peut changer les choses? Non, à mon avis, il n'y a aucun changement de la politique égyptienne vis-à-vis du Hamas. C'est un problème Égypte ou Hamas ou égyptien. C'est un vrai problème de la part de l'Égypte. Elle a un compte à rendre à faire avec le Hamas. Ça n'a rien à voir avec la réconciliation, et que l'Arabie Saoudite a réussi d'ailleurs à le faire entre le Qatar et l'Égypte. Disons que ce n'est pas une réconciliation complète. Ce n'est que le début. Il faut attendre. Je crois qu'il faut le faire de façon graduelle. Il faut attendre quelques jours, peut-être quelques mois, pour voir si cette réconciliation, elle est valable ou pas. Et elle n'est pas tellement facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est le jeu de l'Arabie Saoudite qui a toujours joué ce jeu pour l'unification, disons, du monde arabe, entre guillemets. Et cette fois-ci, elle l'a fait entre l'Égypte et le Qatar. Mais ceci n'a rien à voir avec le Hamas, ni non plus la réouverture du passage de Rafah pour 2 jours. L'Égypte le fait de façon sporadique, ça fait depuis le temps de Moubarak, même le temps de Morsi, et c'est pas seulement du temps de Sisi. Et pour certains motifs, principalement des motifs humanitaires, des gens qui sont malades, ou bien il y a des diplomates, ou bien les gens qui sont coincés là-bas, ou bien les étudiants qui doivent étudier, etc. Il ouvre. Il ouvre pendant 2 jours et il le fait pendant 40. Ceci ne veut pas dire que le passage est ouvert. C'est pour cela que c'est vrai que le passage il est bloqué hermétiquement dans le sens de porter une aide militaire au Hamas. Ça, c'est oui. Sisi prend ça en charge. Mais je crois que ce sont 3 choses qui sont différentes, qui se sont arrivées au même jour, et c'est pour cela que nous, on fait le lien. Mais avec l'Arabie Saoudite et le Qatar et l'Égypte, c'est une autre histoire. Tout à fait, je suis d'accord complètement avec ce que dit M. Levanon. Le contexte régional aujourd'hui est un contexte qui pousse l'Arabie Saoudite à cause, je dirais, du régime, du problème syrien, à cause de la connivence russo-iranienne concernant la Syrie, à cause de l'attitude américaine envers l'Iran, a créé un bloc, je dirais, arabe modéré, entre guillemets, qui compte en premier lieu l'Égypte, c'est le fer de lance, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Rappelez-vous, pendant un certain temps, le Qatar a été boudé par les pays du Golfe, et finalement il est revenu dans les rangs, je dirais, des grands frères, et dans ce cadre-là, il est tout à fait, je dirais, il est dans le cadre, je dirais, de cette éventail, je dirais, arabe qui est face à la Syrie, face aux efforts iraniens d'essayer de conquérir encore d'autres capitales arabes. De notre côté, rappelons que l'Égypte a créé une zone tampon face à la bande de Gaza d'une profondeur de plus d'1 kilomètre. Les maisons ont été rasées, les familles ont été déplacées. Il n'y a personne qui vit là-bas à part l'armée. Malgré cela, le problème du terrorisme est toujours là. Le problème est toujours là. Et rien qu'aujourd'hui, les Égyptiens ont annoncé la mort de 14 terroristes dans le Sinaï. Le Sinaï est encore, je dirais, un terrain où il faudra se battre, et la bataille là-bas n'est pas terminée. Alors justement, on sait qu'il y a également du changement annoncé à la tête du renseignement égyptien. C'est un poste hautement stratégique dans ce régime. Eh bien, le chef du service de renseignement vient d'être remplacé. Quelles interprétations, justement, éléments de réponse? Tout de suite, Léa Berdugou.
Le président égyptien se sépare de son chef des renseignements. Le général Mohamed Farid El Tohami a été remplacé par son adjoint, le général Khaled Mahmoud Fouad Fawzi. El Tohami avait été placé à la tête de l'agence des renseignements le 3 juillet 2013, dès l'éviction de Mohamed Morsi. Al-Sisi et El Tohami sont montés en grade ensemble au sein de l'armée. Ce général est même considéré par certains comme le mentor du président égyptien. El Tohami, alors chef des renseignements militaires, aurait exercé une influence dans la nomination d'Al-Sisi comme son successeur. Officiellement, Mohamed Farid El Tohami aurait été remplacé pour des raisons de santé. Il aurait passé les 2 derniers mois à l'hôpital. Certains parlent de volonté de renouvellement dans un contexte sécuritaire toujours plus instable. Mais ce départ coïncide avec le réchauffement des relations entre l'Égypte et le Qatar. Il est possible que le général El Tohami ait fait les frais de sa lutte acharnée contre les frères musulmans, soutenue activement par Doha. Dans le même temps, la coopération sécuritaire avec les États-Unis se poursuit. Au cours des dernières semaines, 10 hélicoptères Apache ont été fournis à l'Égypte après le dégel partiel de l'aide américaine aux nations nord-africaines. Alors, là aussi, ça mérite un éclairage. Ah oui, on va regarder. On a une tendance ici en Israël à faire un peu d'exagération dans tout ce qui se passe. Regardez, Tohami et Sisi. Je crois que Tohami était même supérieur à Sisi à un certain stade, mais ils se connaissent très bien. C'est pour ça que Sisi l'a amené à... Il n'était pas dans le cadre, disons, dans la chaîne de commande, Tohami. Il n'était pas dans la chaîne de commande au sein du service de renseignement égyptien. Il était à côté, dans le service, mais à côté sur des choses qui sont tout à fait, disons, secondaires, pas dans la colonne vertébrale, disons, du système. Mais Sisi, il a dit, bon, tu vas diriger cette institution. Il l'a fait pendant 1 an et demi et avec grand succès. Secondo, c'est vrai que El Tohami, il est fou furieux contre le Hamas et contre les frères musulmans, mais lui, il applique une politique que Sisi lui donne. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est pas un État dans l'État en Égypte. C'est pas un État dans l'État. Et cette institution, elle est très forte en Égypte. Le président le prend en considération. Mais si on prend aussi en considération l'amitié qui existe entre le président de la République, Sisi et Tohami. Secondo, Sisi lui-même, c'est Sisi lui-même qui lutte contre les frères musulmans et contre le Hamas. C'est lui qui a déclaré que le Hamas, c'est une organisation terroriste. Et Tohami ne fait que appliquer la politique de Sisi. Le troisième point qui est très important, si franchement il y avait un problème avec Tohami, si on veut le limoger pour n'importe quelle raison, Sisi aurait été capable d'amener quelqu'un en dehors du système. Une fois ils ont fait ça en Égypte, ils pourraient le faire. Il ne l'a pas fait. Tout simplement, son adjoint et son remplaçant, il a été promu à ce poste. Donc, Sisi veut faire à tout le monde savoir que le système n'a pas changé, l'institution n'a pas changé. Je change tout simplement les personnalités qui sont dehors. J'ai tendance à croire qu'il y a ici la langue française est riche en expressions. Quand on dit que quelqu'un doit se retirer à cause de son âge, il est atteint par la limite d'âge. Donc certainement Tohami, qui est l'aîné du président, dans toute armée, on ne peut pas vivre, je veux dire, les officiers ne peuvent pas vivre avec des officiers supérieurs qui deviennent subalternes, qui sont plus âgés que vous. Donc, il y a, de ce fait-là, il y a un couperet qui coupe toutes les têtes qui sont plus âgées. Donc, ce qui fait, le général Fawzi, par exemple, est plus jeune, est de 4 ans plus jeune que le général Sisi, donc le maréchal Sisi. Donc, tout cela s'adapte à une politique dans les armées. C'est arrivé après 1 an et demi. 1 an et demi de service loyal. Et puis, rappelez-vous, Tohami a été dans des fonctions parallèles donc, contre la corruption, de diriger tout le système de la corruption. Il est entré dans les services dernièrement, dans ces dernières années, mais quand même depuis 2004, il est là. Donc il est grand temps de laisser la place. Il se peut aussi, on le voit par les photos, la physionomie du général, il se peut qu'il ait effectivement un problème d'âge. Quoi qu'il en soit, ce changement n'est pas tellement est perçu par l'opposition comme problématique. Et le fait est là que les frères musulmans sont en train de dire que le général a été limogé parce qu'il a permis la publication de
de certaines informations concernant Morsi qui étaient supposées être ultra secrètes et détenues par le président Sisi. Bon. Et la coopération avec les Américains continue puisque ces hélicoptères Apache... La coopération avec les Américains continue. Ce sont des accords qui sont dans le passé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des accords qui sont en marche avec les Russes. Donc il y a des armements russes qui arrivent en flux et qui renflouent l'armée égyptienne et qui rendent, je dirais, le problème des relations américo-égyptiennes de plus en plus acerbe parce que les Égyptiens ne sont pas prêts à pardonner aux Américains ce qu'ils ont fait du temps de Morsi. Je crois que les Américains, en fin de compte, je le dis qu'en fin de compte, ils ont bien compris que l'Égypte elle est très importante et c'est pour cela qu'ils ont relâché les 10 hélicoptères qui étaient promis il y a 2 ans à peu près. Ça montre que les relations se réchauffent un petit peu. La seconde chose, c'est l'arrivée du nouveau ambassadeur américain au Caire. Ça fait plus qu'1 an que Anne Patterson a quitté son poste sans qu'il ait un remplaçant. Ils ont mis 2 chargés d'affaires pendant cet an. Donc c'est un nouveau réchauffement. Mais je crois qu'avec la Russie, il n'y a aucun accord qui a été signé encore avec la Russie, pas encore. Ce sont des discussions. Et demain matin, Sisi serait en Chine. Donc probablement qu'on va entendre aussi des affaires avec les Chinois, parce que Sisi est intéressé de diversifier, disons, ses rapports internationaux et pas seulement les Américains. Allez, je voudrais qu'on écoute pour terminer les réactions d'Israéliens justement à propos de ce qui s'est passé ce week-end à Gaza. Est-ce qu'on craint en Israël justement de revoir de nouveau un conflit qui s'escalade entre le Hamas et Israël? Écoutez ces réponses. J'espère vraiment pas. Nous sommes du Sud, donc vraiment j'espère que non. Ça nous angoisse beaucoup. C'est très désagréable pour les enfants. C'est possible, mais je ne veux pas m'aventurer, mais il est possible que ce soit un coup du Premier ministre qui tente de se créer un terrain favorable pour faire monter la tension dans la région. Je pense que c'était un incident isolé. Israël a immédiatement réagi et je pense que les choses vont s'arrêter là et qu'en face, ils ont compris que ça n'en valait pas la peine. Dès lors que nous avons réagi, je pense que cela s'arrêtera. J'essaye de me convaincre qu'il ne s'agit pas d'une escalade, que c'est un incident localisé et que nos dirigeants sont déterminés à éviter une escalade. Voilà, toujours évidemment les craintes de l'été dernier, du conflit très dur que personne n'a envie en tout cas de revivre maintenant. On n'en prend pas le chemin. D'un mot, Akneria. Écoutez, je pense que nous ne sommes pas devant une escalade, loin d'une escalade. Nous sommes devant une campagne très fervente et très dure électorale. Et je dirais que les résultats de ces élections vont tout simplement déterminer notre attitude envers Gaza d'une manière, je dirais, assez définitive. Merci Jacques Neria, merci Yitzhak Levanon. Dans un instant, la suite, on ira notamment en Tunisie avec l'élection présidentielle au 2e tour et peut-être un vainqueur donné dès ce soir, même si l'autre camp n'est pas d'accord. Mais enfin, on ira quand même vous donner donc les premières tendances en direct depuis donc la Tunisie. Et puis on ira également à New York où il y a eu donc cette affaire dramatique de 2 policiers abattus alors qu'ils étaient dans leur voiture, meurtre de sang-froid. À tout de suite après une pause. Le Hamas aurait arrêté l'auteur du tir de roquette sur le sud d'Israël de vendredi dernier qui n'a fait ni victime ni dégâts. Pendant ce temps-là, l'Égypte a rouvert aujourd'hui pour 48 heures le point de passage de Rafah, sous condition notamment pour permettre aux malades d'aller se faire soigner en Égypte. La Tunisie a voté aujourd'hui pour le 2e tour de la présidentielle, participation plutôt satisfaisante. Et ce soir, le camp du candidat laïque Essebsi affirme qu'il est victorieux de cette élection. Émotion et consternation aux États-Unis après l'assassinat de sang-froid de 2 policiers new-yorkais. Le meurtrier s'est ensuite donné la mort. Il a peut-être agi en lien avec les affaires de violences policières sur des Noirs à New York et Ferguson. La Tunisie, le pays où a commencé le printemps arabe, voici maintenant 4 ans, veut donc ce soir tourner la page du chaos politique qu'avait occasionné cette période depuis maintenant donc 4 années. 2e tour de l'élection présidentielle aujourd'hui. Le candidat sortant, l'islamiste Marzouki, est opposé au candidat laïque Essebsi
qui incarne lui donc les partisans de la démocratie et dont les proches affirment ce soir qu'il est sorti victorieux des urnes. Julia Kenancia. Pour la première fois de leur histoire, les Tunisiens élisaient leur président aujourd'hui. Dès l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs se pressaient pour mettre leur bulletin dans l'urne. Les défis qu'attendent le prochain président sont nombreux dans ce pays, berceau du printemps arabe. J'espère que la personne qui sera en charge du pays va s'occuper des jeunes et lutter contre le terrorisme. La chose la plus importante, c'est de s'occuper des jeunes. J'espère que les prochaines élections seront légitimes et que cela rendra le pays plus sûr. La chose la plus importante pour le prochain président, c'est qu'il travaille au service des Tunisiens et pas pour son propre bénéfice, et que nous ne revenions pas à ce que nous avons vécu sous Ben Ali. Pour ces électeurs, le scrutin reste la clé pour sortir par le haut de la transition post-révolutionnaire. Ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est le même scénario qu'en Libye, en Syrie ou en Égypte. Tout au long de la campagne électorale, le duel était tendu entre Béji Caïd Essebsi, partisan d'un État fort, et Moncef Marzouki, le président sortant, qui se présentait comme le garant de la révolution. Si Dieu le veut, le processus va s'achever comme il a commencé, pacifiquement et civiquement. Mais le favori, c'est bien Caïd Essebsi. L'homme a servi Bourguiba puis Ben Ali. Il s'est posé en homme providentiel à même de réparer les dégâts causés par Enarda au pouvoir de 2012 à début 2014 et leur allié Marzouki. Je suis fier du peuple tunisien parce qu'il a pris possession de ses droits après de grands sacrifices et j'espère maintenant qu'il va faire le bon choix. La journée s'est déroulée sous haute protection. La nuit dernière, un homme armé a été tué par des militaires après une tentative d'attaque. Des dizaines de milliers de militaires et de policiers étaient déployés pour assurer le bon déroulement du scrutin. Car depuis la révolution de 2011, la Tunisie, elle aussi, a été confrontée à de multiples attaques attribuées à la mouvance djihadiste. Alors je vous le disais, donc Essebsi qui est donné vainqueur par ses proches ce soir, mais contestation dans l'autre camp. On est en ligne justement depuis Tunis avec la militante Yamina Tabet qui dirige l'association tunisienne de soutien aux minorités. Bonsoir Yamina. Bonsoir. Quelle est donc la situation ce soir? Est-ce que Essebsi est donné vainqueur par les médias ou la population? Alors, premièrement, je voulais juste préciser une information. Béji Caïd Essebsi ainsi que son parti de Tunis ne sont pas un parti laïque. Ce n'est pas un parti islamiste, mais ce n'est pas un parti laïque non plus. La deuxième chose, c'est qu'il est déclaré vainqueur par son parti politique Mdatunef avec 54% des voix. Notre camp dément cette information. Et nous attendons les résultats officiels qui commencent à tomber et qui sont tous dans la marge de 53-54%. Sigma, qui fait les statistiques officielles, déclare qu'il y a dans plusieurs régions un gain de désératique avec 53%. Est-ce que pour vous, c'est un pas en avant important ce soir qui est franchi avec cette élection présidentielle qui s'est déroulée de manière démocratique, comme l'ont dit la plupart des observateurs? Exactement, d'ailleurs nous avons franchi un cap depuis les élections législatives, on peut dire, étant donné que les Tunisiens, à travers leur voix, ont montré qu'ils refusaient tout discours extrémiste. Tout simplement, d'ailleurs les partis qui ont eu un discours extrémiste, que ce soit des partis de gauche ou de droite, n'ont pas eu des voix ni des sièges assez importants au sein du Parlement tunisien. Donc c'est le discours de la modération qu'il a emporté et c'est très révélateur des envies du peuple tunisien après la Révolution qui essaie d'avancer dans un climat calme et serein. Merci beaucoup Yamina Tabet, donc de l'association de défense des minorités en Tunisie. Vous étiez en direct de Tunis, résultat officiel donc à venir. La Syrie maintenant et la coalition qui a pour la première fois frappé l'État islamique dans le secteur d'Alep. Aujourd'hui, une douzaine de frappes au moins dans cette zone où l'EI est confronté à d'autres groupes rebelles hostiles au pouvoir d'Assad. En Irak, les Kurdes ont officiellement annoncé aujourd'hui avoir brisé le siège du mont Sinjar où ils ont repoussé les djihadistes après une offensive menée par au moins 8000 hommes. David Klezewski. Le soleil jaune du drapeau kurde surplombe désormais l'une des vallées les plus dangereuses de la région. Le mont Sinjar est depuis 2 jours sous contrôle des combattants Peshmerga après plusieurs mois de combat face à l'État islamique. C'est ici que la minorité yazidi s'était rendue tristement célèbre en raison du sort que les islamistes leur avaient réservé. Massacre de certains hommes, esclavage de plusieurs centaines de femmes, l'heure est désormais au ravitaillement.
Les combattants peshmerga, avec l'appui aérien de la coalition, ont réussi à ouvrir des routes reliant la région du Kurdistan à la montagne de Sinjar. Donc de l'aide médicale et des produits alimentaires ont commencé à arriver. Un porte-parole des combattants peshmerga affirme que près de 1000 km² ont été libérés, ce qui constitue le plus important revers pour les combattants islamistes. Une percée saluée sur place par le président kurde en personne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons libéré toute la région. La libération de Sinjar ne faisait pas partie de nos plans, mais nous ne laisserons pas un seul membre des terroristes de Daesh prendre le contrôle d'une seule portion des territoires que nous pouvons atteindre. Nos courageux peshmerga sont prêts à donner une leçon à quiconque ose attaquer notre peuple. Prochaine étape selon Massoud Barzani, une opération se prépare pour reprendre Mossoul, deuxième ville d'Irak, aux mains de l'État islamique depuis le mois de juin. La Jordanie vient d'exécuter 11 prisonniers de droit commun condamnés à mort pour meurtre, et ce pour la première fois depuis 8 ans. Un moratoire avait été décidé dans le royaume concernant la peine de mort, mais les autorités expliquent que la non-application de la peine capitale aurait fait repartir le nombre de crimes à la hausse au cours des dernières années. Aux États-Unis, consternation après l'assassinat de sang-froid de 2 policiers de New York par un individu qui s'est ensuite suicidé avec son arme. Meurtre qui pourrait être lié aux récentes affaires mettant en cause la violence des policiers à Ferguson ou à New York. Elsa Mourgue. Un silence glaçant. Policiers et civils, noirs ou blancs, sont venus rendre un dernier hommage aux 2 policiers tués samedi après-midi à Brooklyn. Le meurtrier Ismael Brinsley a commencé samedi matin par tirer sur son ex-petite amie à Baltimore. Ses jours ne sont pas en danger. Puis l'homme de 28 ans, toujours armé, a parcouru près de 300 km pour se rendre à New York. En plein jour, dans la plus grande ville des États-Unis, il a alors attaqué 2 policiers, Wendy Aliou et Rafael Ramos, qui patrouillaient dans leur voiture. Ils étaient assis dans la voiture, l'officier Ramos était au volant et l'officier Lu était sur le siège du passager à côté de lui. Selon les témoins, le suspect s'appelle Ismael Brinsley. Il a 28 ans, il s'est dirigé vers la voiture de police, il s'est mis en position de tir et a fait feu à plusieurs reprises par la fenêtre passager. Les officiers ont été touchés à la tête, ils n'ont pas vu le visage de leur meurtrier. Le meurtrier aurait ensuite pris la fuite à pied, pourchassé par d'autres policiers. Il aurait finalement mis fin à ses jours sur un quai de métro à proximité du lieu de l'attaque. Pas de lien avec le terrorisme d'après la police, mais ce double meurtre intervient à un moment particulièrement tendu. L'affaire Michael Brown et celle d'Eric Garner, 2 hommes noirs non armés tués par des policiers, réveille le spectre du racisme aux États-Unis. Selon les forces de l'ordre, le meurtrier avait posté sur les réseaux sociaux des commentaires très hostiles à la police en lien avec les 2 affaires. Les autorités américaines, qui craignent un regain de violence, appellent au calme. Je condamne inconditionnellement le meurtre aujourd'hui de 2 policiers à New York. 2 hommes courageux ne rentreront pas chez eux ce soir retrouver leurs proches, et pour cela, il n'y a aucune justification. Aujourd'hui, je demande aux gens de rejeter la violence et les mots qui blessent et de préférer les mots qui guérissent. De leur côté, les familles Brown et Garner ont tenu à se désolidariser totalement de ce qui ressemble à un acte de vengeance et condamnent fermement le meurtre des 2 policiers. Et ce soir, on apprend qu'en Floride, cette fois donc toujours aux États-Unis, un autre policier a été tué par un homme qui a réussi à prendre la fuite avant d'être arrêté après un accident de voiture. Ses motifs n'ont pas encore été dévoilés. En France, émotion également dans une affaire où 3 policiers ont également été blessés à l'arme blanche, cette fois par un homme qui semble s'être rallié à la cause des djihadistes de l'État islamique. L'individu avait été abattu hier devant le commissariat de police de Joué-les-Tours. Un acte qui fait craindre l'influence des discours de l'EI sur les musulmans habitant au sein même des pays occidentaux. Léa Volbert. Sur son profil Facebook, il est né le 18 octobre 2012, le jour où il est devenu Bilal Zoabonayo. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il s'appelait Bertrand. C'est lui, ce jeune Français de 20 ans, qui a agressé au couteau 3 policiers samedi à Joué-les-Tours au cri de Allah Akbar. Il était connu pour des actes de délinquance et il n'était pas connu pour son implication dans des activités terroristes et sa situation n'avait pas été judiciarisée, il ne faisait pas l'objet d'un suivi particulier pour avoir participé à des activités terroristes individuellement ou en lien avec d'autres acteurs.
Pas de suivi particulier et pourtant, la veille de l'agression, Bilal a publié un drapeau de l'État islamique sur sa page Facebook. Est-ce suffisant pour parler de radicalisation? Si oui, à quand remonte-t-elle? Le 24 mars 2013, il publiait cette vidéo. Respectez les musulmans et les musulmanes, les non-musulmans et les non-musulmanes. Un imam qui condamne fermement tout acte terroriste. Juste au-dessus, ce commentaire, que périssent les extrémistes. Plusieurs de ses connaissances refusent de croire à la thèse du terrorisme, mais aujourd'hui, plusieurs experts s'accordent à dire que le jeune homme a très probablement agi sous l'influence de l'islam radical. On est face à un individu, si vous voulez, radicalisé assez rapidement, essentiellement sur Internet, qui a dissimulé ses intentions. Ça ressort de ce qu'on entend, de ses proches notamment, de ceux qui le connaissaient, qui a dissimulé sa radicalisation aussi. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Parmi les premiers éléments divulgués, la situation du frère de Bertrand Zoa Bonayo. Il est actuellement à l'étranger et bien connu des services de police pour ses positions radicales. Selon certaines sources proches du dossier, il aurait un temps envisagé de partir en Syrie. Comme lui, près de 1200 Français sont impliqués dans les filières djihadistes. Le 21 septembre dernier, l'État islamique avait diffusé une vidéo appelant à s'attaquer à tous les infidèles et forces de sécurité. Dans cette vidéo, la France avait été citée comme cible potentielle. Selon Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, 5 attaques d'actions terroristes auraient été déjouées depuis l'été 2013. On passe à l'actualité politique. Et on accueille Dror Evan Sapir. Bonsoir Dror. Bonsoir. Analyste politique sur i24 News. On parle bien sûr de la préparation des élections en Israël pour le 17 mars prochain. Avec une première information. Tout d'abord, il semble que le parti qui incarne la droite nationaliste et religieuse, Foyer Juif, Beit Yehoudi, finalement, ne soit pas menacé de division, de scission. Effectivement, en fait, il s'agit de deux partis, Jean-Charles, on le sait peu. Il y a le parti de Foyer Juif de Naftali Bennett et puis un parti plus radical qui s'appelle Tkouma, un parti qui est essentiellement lié en fait à la frange la plus radicale, la plus dure du mouvement des implantations. Et les instances de ce parti ont décidé hier de renouveler l'expérience d'une liste commune avec le parti de Naftali Bennett. Et le paradoxe, en fait, c'est que ni Naftali Bennett ni le chef de file du Tkouma, Uri Ariel, ne sont satisfaits par cette décision. Ils auraient voulu divorcer à l'amiable en quelque sorte, mais les instances, encore une fois, du Tkouma en ont décidé autrement. Pourquoi Naftali Bennett et Uri Ariel, les deux principaux intéressés, en fait, voulaient se séparer? Eh bien, Naftali Bennett, si vous voulez, son grand projet, c'est de faire de son parti un parti de droite moderne, qui n'est plus sectorialisé, qui est ouvert à tout les composants de la société israélienne, et donc Naftali Bennett tente de séduire un électorat jeune, un électorat laïque, un électorat qui n'est pas uniquement arc-bouté sur le précaré, si vous voulez, des implantations israéliennes en Cisjordanie. Or, Uri Ariel, lui, son électorat de base, lui, est au contraire très lié à ce mouvement-là, et Uri Ariel, qui ne s'entend guère avec Naftali Bennett, lui, par conviction, il voulait se séparer du foyer juif et rejoindre un autre acteur important de la droite israélienne, Eli Yishai, l'ancien président du parti orthodoxe oriental Shas, qui a quitté le Shas et qui, lui, a créé un nouveau parti. Alors, et là, les conséquences sont importantes. Eli Yishai sans Uri Ariel et ses partisans du Tkouma, donc, c'est peu de choses. Et c'est un parti qui risque de ne pas franchir le seuil d'éligibilité. Et donc, plusieurs dizaines de milliers de voix pourraient être perdues pour le camp de la droite. Et donc, pour l'ensemble de la droite israélienne, ce qui s'est passé hier peut être un motif d'inquiétude. Alors on parle maintenant de celle qui est candidate, l'ancienne ministre Tzipi Livni, candidate avec le parti travailliste donc, et son chef de file Herzog. Elle a été la cible de vives critiques ce week-end pour avoir, semble-t-il, demandé à John Kerry, le secrétaire d'État américain, de faire déplacer le vote sur la résolution palestinienne après les élections israéliennes. On écoute d'abord la réponse de Tzipi Livni aujourd'hui interrogée par Tal Shalef pour i24 News. C'est une réaction politique cynique. Je suis censée être la personne qui représente les intérêts d'Israël en tentant d'éviter les pressions sur Israël. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Représenter les intérêts d'Israël contre ceux qui tentent de forcer Israël à prendre des décisions contre-productives.
Voilà donc Tzipi Livni qui se défend, elle est au centre des critiques. Elle est au centre des critiques. Alors il est quasiment certain que les informations qu'on doit au site internet du magazine Foreign Policy, le magazine américain, sont effectivement basées. Effectivement, Tzipi Livni a demandé à John Kerry de faire en sorte que le vote à l'ONU, au Conseil de sécurité sur l'État palestinien, soit repoussé. Et effectivement, ce vote a été repoussé. Mais on peut considérer aussi que John Kerry lui-même était persuadé, bien avant l'intervention de Tzipi Livni, qu'un vote en période préélectorale en Israël sur l'État palestinien n'était pas une bonne chose. Là, on peut aussi effectivement considérer que John Kerry, eh bien, il a pris fait et cause contre Benjamin Netanyahou dans cette campagne électorale. Les Israéliens, l'électorat israélien n'apprécient guère ce genre d'ingérence dans les affaires politiques internes, d'autant moins qu'elle vient d'une administration américaine qui est plutôt mal perçue dans l'électorat israélien. Et là, le Likoud, en s'en prenant à Tzipi Livni, c'est bien, effectivement, qu'il touche là une corde sensible et que Tzipi Livni regrette peut-être d'avoir tenté de demander effectivement de faire pression aux Américains pour que ce vote aux Nations Unies soit repoussé. Merci Dror Even-Sapir. On parlera un an de la semaine également des listes qui incarneront et qui représenteront les Arabes israéliens. Merci beaucoup Dror Even-Sapir. Les États-Unis réfléchissent à placer de nouveau la Corée du Nord sur la liste des pays supportant le terrorisme, et ce après l'affaire de piratage ayant visé la société Sony Pictures, productrice de ce fameux film L'Interview, qui a été retiré avant même sa sortie. Barack Obama estime, lui, qu'il s'agit non pas d'un acte de guerre, mais d'un acte de vandalisme de la part de Pyongyang. Elsa Mourgue. Alors que les relations se réchauffent entre Washington et la Havane, celles entre les États-Unis et la Corée du Nord ont pris un sérieux coup de froid. Barack Obama, actuellement en vacances à Hawaï, a fait savoir que les États-Unis allaient étudier la possibilité de remettre la Corée du Nord sur leur liste des États soutenant le terrorisme. En 2008, la Corée du Nord avait été retirée de cette liste qui comprend entre autres le Soudan ou l'Iran. Mais les autorités américaines accusent Pyongyang d'être à la tête du piratage informatique dont a été victime Sony Pictures. Non, je ne pense pas que c'était un acte de guerre. Je pense que c'était un acte de cybervandalisme qui a coûté cher, très cher. Nous le prenons très au sérieux. Nous allons réagir de manière proportionnée, comme je l'ai dit. Mais vous savez, nous allons vers un nouvel environnement mondial où tout est numérisé et les acteurs étatiques et non étatiques vont avoir la capacité de perturber nos vies de toutes sortes de façons. Nous devons travailler davantage pour se prémunir contre cela. Et à l'origine de ce regain de tension, un film, L'Interview qui tue, une comédie des studios Sony Pictures qui met en scène l'assassinat commandité par la CIA du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Un scénario qui est loin de plaire à tous. Après avoir été hacké fin novembre, Sony Pictures a récemment reçu de nouvelles menaces évoquant les attentats du 11 septembre contre les salles qui diffuseraient le film. La société a donc annulé la sortie de sa dernière production. Manque à gagner, $1,5 milliard selon les experts. La Corée du Nord, de son côté, a nié être à l'origine de l'attaque tout en saluant ceux qui l'avaient commise. On passe à l'actualité sportive. Et pour l'actualité sportive ce soir, double volume. J'accueille Valérie Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Et Enrique Zimmermann. On parlera dans un instant avec vous, Enrique, mais tout d'abord l'actualité chaude du moment. Valérie, c'est en France, Marseille. Eh oui, la bonne nouvelle. Oui, alors Surprise. c'est vrai que c'est un titre qui est quand même honorifique, Jean-Charles Banoun, mais ils vont partir tranquilles, ces Marseillais en vacances. Alors reprise des festivités, c'est le 9 janvier prochain, avec un très beau match, puisqu'ils sont en match d'ouverture, les Marseillais, et ça sera Montpellier-Marseille, donc un beau derby du Sud qui nous attend leur retour. Voilà, donc après cette victoire cet après-midi contre Lille, au Vélodrome 2-1, Marseille qui a 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, il faut le noter. Alors, le Real Madrid qui est champion du monde des clubs. Oui, absolument. Donc un autre titre, donc il termine le Real Madrid cette année 2014 avec un nouveau trophée. Donc les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont fait ce qu'il fallait faire, une victoire 2-0 face aux Argentins de San Lorenzo. Vous savez que San Lorenzo sont les champions d'Argentine et c'est le club favori du pape François. Mais malheureusement, les prières du pape François n'ont pas été suffisantes
suffisante pour venir à bout des, en tous les cas, champions provisoires de Liga. Les deux hommes du match, c'était Sergio Ramos et Gareth Bale. Le Real Madrid, donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, confirme son excellent début de saison avec cette 22e victoire consécutive. Ce trophée que les hommes de Carlo Ancelotti n'avaient jamais remporté, eh bien ça fait, si on compte tous les trophées qu'ils ont remportés cette saison, ça fait le 4e trophée. Je récapitule: la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe et ce dernier trophée en date. Donc je vous propose aussi de regarder un extrait, en tous les cas, de la rencontre avec Michael Freeman et Samuel Calvo. Regardez. Les champions européens du Real Madrid ont battu les vainqueurs de la Copa Libertadores. C'est de l'équipe de San Lorenzo dans le cadre du mondial des clubs à Marrakech. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, était présent pour ce match. Toute l'attention était pourtant portée sur le terrain. Le Real Madrid, comme à son habitude, a offert un jeu très rapide et Gareth Bale a tenté une frappe contrée par le gardien de San Lorenzo, Sébastien Torrico, pour offrir un corner. Toni Kroos a offert une magnifique passe à Sergio Ramos qui a marqué pour le côté espagnol et assuré une domination, 1-0 avant la mi-temps. Le Real revient des vestiaires gonflé à bloc. Bale glisse le ballon derrière le gardien argentin et assure une victoire 2-0 à la Casablanca. Au coup de sifflet final, les Madrilènes ont célébré leur victoire. L'attaquant gallois n'était pas peu fier de sa performance. Ça a été une saison incroyable pour nous, une année exceptionnelle. Et ça n'est pas fini. Nous avons encore de grands matchs à jouer et nous avons hâte de les disputer. Le champion du monde, Toni Kroos, signe une saison 2014 hors du commun. Je pense que cette année est vraiment spéciale et absolument parfaite. J'ai remporté la Coupe du Monde et cette victoire me permet de finir l'année en beauté. Ramos a été désigné meilleur joueur du tournoi au moment où le Real Madrid était sacré vainqueur. C'est la 22e victoire d'affilée pour les Meringues qui annonce une année 2015 remarquable. Voilà donc pour le Real Madrid. Merci à Valérie Pérez. Alors, l'ennemi du Real, on le sait, c'est le Barça en Espagne. Alors justement, Enrique Zimmermann, on va s'intéresser à un aspect un petit peu particulier. C'est ce que porte le Barça sur son maillot. C'est le Qatar Foundation, c'est le Qatar qui finance donc cela. Et vous avez les informations indiquant que ce contrat va peut-être se terminer. C'est vrai. Ce qu'on sait Qatar Airways aujourd'hui, c'est que le Barcelone a un accord avec le Qatar Airways maintenant, de 5 ans. Presque 40 millions d'euros chaque année, ça veut dire 200 millions. Et il paraît qu'après 3 ans et demi, on commence à penser à Barcelone, on changeait le sponsor après 1 an et demi, disons qu'après 2016, parce que le Qatar d'aujourd'hui, ce n'est pas le même Qatar de ça fait 3 ans et demi. Il a changé. Le Qatar aujourd'hui est attaqué par beaucoup de gens qui disent qu'il est en train de financer le Hamas, un groupe islamiste, un groupe terroriste encore pour les États-Unis et encore peut-être aussi en Europe. Ça veut dire qu'il y a un problème pour le Barça parce qu'on commence à critiquer ça dans la média en Espagne, dans la média à Barcelone, et ils se sont un peu attaqués pour ce point de vue. Alors, ils ont décidé, pour le moment, de finir le contrat avec le Qatar et chercher un nouveau sponsor après. Alors, pourquoi justement le Qatar a cette image aujourd'hui qui lui colle aussi de financier du terrorisme? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai été 3 fois dans les derniers 2 ans au Qatar. Et l'impression que j'ai, c'est que le Qatar, c'est un des pays les plus riches du monde. Ils ont des quantités énormes de gaz, mais c'est un pays très petit, avec moins de 300 000 citoyens. Et ils se sont menacés par l'Iran, ils se sont menacés par les groupes islamistes, par les frères musulmans, par l'État islamique, par le Hamas même. Et alors, ils ont décidé de payer la protection. Et ils payent à ces groupes-là pour ne pas avoir des révolutions dans Qatar et pour continuer cette dynastie de la famille Attani. Et ils utilisent aussi sa télévision, Al Jazeera. C'est la plus grande télévision du monde arabe, une des plus grandes du monde. C'est une télévision avec un pays, pas un pays avec une télévision. Et qui ils menacent les leaders arabes de s'ils font quelque chose contre le Qatar, d'utiliser cette télévision. Et aussi, ils ont les Américains là-bas. Ils ont une base militaire énorme, la plus importante du Moyen-Orient, qui est à Doha, qui a été payée par le Qatar. Et les attaques contre l'État islamique partent de Doha fréquemment. Alors, ce qui se passe, c'est que le Qatar essaye d'avoir tout pour assurer la continuation de son gouvernement, même en train de payer. Et on va voir si ça va continuer ou pas, parce que perdre le Barcelone, ça serait un coût très grand pour le Qatar.
Merci beaucoup Enrique Zimmermann, affaire à suivre donc. Merci Valérie Pérez, voilà pour le sport. Alors cette semaine et mercredi soir évidemment, et 24 News vous proposera des reportages et des directs autour de la célébration de Noël à Bethléem. Noël, c'est aussi la tradition des marchés un petit peu partout. Exemple avec ce reportage à Berlin en Allemagne. Léa Bertugou. Parmi les dizaines de marchés de Noël de Berlin, celui de Gendarmenmarkt est sans doute l'un des plus beaux. Créé en 2003, il compte de nombreux habitués. Certains n'hésitent pas à s'y rendre 2 fois par jour, comme Anya, venue avec quelques collègues. Nous travaillons au coin de la rue et nous nous accordons une petite pause vin chaud avant de reprendre le travail dans la bonne humeur. On déguste une saucisse grillée, on boit du vin chaud et on fait quelques emplettes. Ce marché de Noël est vraiment magnifique. Pralines, vin chaud et saucisses, nous sommes sur un marché de Noël très traditionnel. Un folklore qui attire aussi la clientèle internationale. Entre 50 et 60% des personnes qui fréquentent ce marché sont des touristes. Ils viennent du monde entier, on entend parler toutes les langues ici le week-end. Loin des sentiers battus, une offre plus alternative s'est aussi développée. Au marché de Noël de Neue-Heimat, où des hangars désaffectés ont été reconvertis, le design et le fait main sont à l'honneur. Ici, on trouve plutôt un public jeune et branché qui ne veut pas acheter des choses produites en série. Des objets originaux, vendus dans un décor brut et sur fond de musique électro, un concept qui plaît. Les vieux marchés de Noël sont un peu trop traditionnels et souvent bondés. Ici, ce qu'il me plaît, c'est que l'art contemporain est associé à la tradition de Noël. Classique ou alternatif, le marché de Noël reste une bonne option pour tous les retardataires en quête de cadeaux, même les plus excentriques. Voilà donc pour ce soir, dans un instant, la suite du Grand Direct avec le débat qui sera consacré aux conséquences de la crise sur le prix du pétrole. S'agit-il d'une baisse des prix orchestrée par certains pays comme l'Iran ou la Russie en ont le sentiment, ou bien au contraire d'une fluctuation normale de ce marché très sensible, et a-t-il encore les mêmes répercussions aujourd'hui sur la planète? On en parle dans un instant.